Si vous me demandez c'est quoi mon adaptation de Philippe K. Dick préférée au cinéma, ben si je suis complètement sincère, la vérité c'est que je vais vous répondre Screamers de 1995. Screamers, Planète Hurlante, l'armée souterraine. Ben si vous l'avez vu, vous savez comme moi que c'est vraiment jouissif comme film. Il y a des adaptations de Philippe K. Dick plus raffinées, plus subtiles, plus abouties au niveau cinématographique, plus fidèles à l'esprit de Philippe K. Dick ou à ses romans, mais ma préférée, puis je vais vous dire pourquoi dans la vidéo aujourd'hui, c'est Screamers. C'est un film pas parfait, c'est un film qui a des défauts, on va en parler rapidement ici aussi, mais il y a un aspect du film que j'avais oublié quand je l'ai réécouté il y a quelques jours, puis c'est à quel point le film est prophétique en fait. Il y a de nombreux aspects du film qui sont réalisés dans la vraie vie. Il y a quelque chose de vraiment hyper intéressant, je l'ai trouvé là-dedans. Mais avant tout, qu'est-ce que ça raconte, Screamers? Ben, on est dans un futur lointain, mais pas trop. Le système solaire est gouverné par des compagnies. Et il y a une guerre froide entre ces deux compagnies-là, les deux principales compagnies, qui est devenue une guerre chaude, là, une guerre avec des mitraillettes. Et on est sur Sirius, une base minière autour de l'étoile Sirius. Et ça fait 20 ans que les deux compagnies se tirent dessus. Et un beau jour, le dirigeant, le chef de la base minière, qui a bien hâte de retourner chez lui, il reçoit un message de son général qui lui dit « Bonne nouvelle, la guerre est finie, vous avez gagné, rentrez chez vous. » Le problème, c'est qu'il se rend compte que c'est un mensonge, ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un deepfake. La guerre continue, puis il prend pas bien du tout notre héros. Il en a marre là, de se faire avoir pour une guerre dont, honnêtement, il n'y a rien à cirer. Alors, il décide qu'il va traverser la planète, plus ou moins à pied, et qu'il va du coup aller rencontrer le chef de la faction de l'autre côté, son adversaire militaire en face, pour lui proposer un cessez-le-feu et peut-être même quitter la planète. La guerre, c'est fini, on en a marre. Le principal problème, c'est qu'il y a des genres de terminateurs, de robots sur la planète qui ont été développés, je pense pas carrément le camp là, de notre héros, qui est joué par Peter Weller. Ben, ils ont développé des genres de drones, des robots indépendants, qui sont les fameux Screamers du titre, et ils sont redoutables, meurtriers, c'est des machines à tuer, là, essentiellement. Puis non seulement c'est des machines à tuer, mais ils sont contrôlés par l'intelligence artificielle et ils sont autonomes et ils ont développé des modèles de plus en plus sophistiqués. L'intelligence artificielle a fait ça. Elle a créé ses propres modèles, elle a ses propres usines, c'est tout géré automatiquement, là, de manière autonome, et ben, finalement, ils tuent tout le monde. Ils sont devenus extrêmement puissants, puis il y en a qui sont... Ils découvrent en cours de route qu'il y en a qui ont forme humaine. Et il ne sait pas du tout, en fait, il se rend compte très rapidement que c'est impossible pour lui de savoir qui est humain, qui est un robot, à qui est-ce qu'il peut faire confiance, à qui est-ce qu'il ne peut pas faire confiance. Ben, c'est à peu près ça. Il va essayer de rencontrer son homologue de l'autre côté et de survivre, mais les Screamers ont d'autres plans. Et est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va réussir à quitter la planète? Est-ce que c'est le dernier espoir de l'humanité? Est-ce qu'il va y avoir des grosses batailles? Est-ce qu'il va y avoir du gaz? Toutes ces questions et bien d'autres encore, comme toujours, une seule manière de le savoir, c'est d'écouter Screamers, l'armée souterraine, planète hurlante, puis évidemment, je viens de le mentionner, ça vaut vraiment la peine. Puis, bon, Screamers, moi j'avais le souvenir, j'avais vu ça à l'époque où je travaillais dans un club vidéo, n'est-ce pas? Une expérience, là, vraiment, j'ai employé le mot jouissif, plutôt, ben c'est ça, là, j'avais adoré ça. Mais il y a toujours un élément dans mon esprit qui était, quand je repensais au film, ce qui m'est arrivé assez souvent, il y avait toujours un mais, il y avait toujours un astérisque, là. Puis j'ai découvert pourquoi en le réécoutant. Mais commençons par les qualités. La première qualité, c'est Christian Duguay. Bon, puis Christian Duguay, moi, j'ai vraiment une affection particulière pour ce gars-là parce que c'est un Québécois comme moi. Il a commencé, je crois, son premier long-métrage, c'est Scanners 2. Christian Duguay, ça s'observe dans Scanners 2, dans Scanners 3 aussi qu'il a réalisé, et dans Screamers. C'est un gars un peu comme Charles Band qui va
toujours déployer tous les efforts qu'il peut pour en mettre le plus possible dans le film. C'est un gars qui est extrêmement généreux comme réalisateur. Il n'est certainement pas quelqu'un qui peut rivaliser en termes de budget. En termes de moyens cinématographiques, je pense qu'on le sous-estime énormément. Il y a des petites maladresses, je reparle tantôt, là, mais on parle de 2 ou 3 plans très rapides. Le raccord entre 2 ou 3 plans dans certaines scènes d'action m'a paru un peu discutable. Puis si ça se trouve, c'est le second, c'est l'assistant réalisateur qui les a réalisés, là, ces séquences-là. Si ça se trouve, là, ça, je ne le sais pas. Là. Mais ce qui est certain, c'est que, règle générale, ces scènes d'action, mais aussi ces scènes de suspense, puis le film en est rempli, sont extrêmement efficaces. Je mentionne en partant que visuellement, pour un film qui n'a aucun budget, qui a été tourné dans des carrières pas très loin d'où est-ce que je demeure, ou dans le stade olympique, qui est encore plus près où je demeure, l'ancien stade olympique des Olympiques de Montréal, j'ai cru voir qu'il y avait des intérieurs qui avaient été tournés là. Mais ce film-là, il n'a pas l'air d'un film qui est tourné dans un vieux stade olympique ou dans une carrière comme les Doctor Who des années 70. Là. Ça a l'air absolument époustouflant, entre autres parce que il y a beaucoup de maths, là, de peinture, là, une vieille technique des années qui remonte au moins à Hitchcock, si c'est pas avant, qui remonte à Forbidden Planet, etc. Là. Donc c'est vraiment un classique du cinéma, là, le fameux matte painting, mais elles sont géniales, les peintures de maths là, dans ce film-là, puis ça crée vraiment donc, cette impression-là de, ben voilà, les paysages extraterrestres, les bases sur la planète Sirius, etc. C'est vraiment très efficace, puis les intérieurs aussi, il y a beaucoup de profondeur dans les décors, il y a beaucoup de petits détails, bon, les machines, etc., etc., ça fonctionne vraiment très très bien. Les costumes sont sympathiques aussi. Puis, règle générale, ben, dans cet environnement-là visuel, Christian Duguay manipule sa caméra de manière très habile. Screamers, en vérité, puis je pense, règle générale, dans les films de Christian Duguay, moi je trouve en tout cas, ben, il y a ce mélange de grosses séries B, qui sait qu'il est de la série B, là, c'est limite film d'exploitation, mais avec cette habilité dans l'art de la réalisation, puis quand on lit les commentaires, les critiques, là, très souvent, si vous allez voir sur Wikipédia, par exemple, vous allez voir en ligne, ben, les films de Duguay sont toujours méprisés, en vérité, par la critique, puis c'est facile de se dire ça, parce que, ouais, ok, Scanners 2, bon, ça peut faire un peu boboche sur papier, mais si vous le regardez, ben oui, c'est maladroit Scanners 2 par grand bout, mais c'est aussi, comme dans Screamers, ou là, ces films plus grand public, plus grand budget, c'est des films qui sont très habiles, qui sont très créatifs, puis qu'on regarde avec un énorme plaisir. Ce plaisir-là, il est décuplé dans le cas de Screamers par le scénario. On est en présence d'un scénario de Dan O'Bannon. Alors, à Dan O'Bannon, dans les années 80, quand on était un fan de science-fiction puis qu'on voyait son nom en générique, on savait qu'on allait passer un très bon moment. Parce que les films issus des films des scénarios de Dan O'Bannon, ben, nommons quelques titres. Alors, Dark Star, de John Carpenter, où d'ailleurs je crois que Dan O'Bannon joue dedans. Alien, un petit film dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Bon, Dead and Buried, de 81, je pense. Excellent suspense, film de zombies. Return of the Living Dead, que je crois d'ailleurs qu'il a réalisé, je ne suis pas certain, mais bon, ça c'est Dan O'Bannon. The Resurrected, adaptation de Lovecraft, 89, adaptation de Charles Dexter Ward. Bon, puis c'est ça, Screamers ici, puis je pense que j'en oublie en plus, là, ça fait que c'est tout un portfolio. Le truc, c'est que, bon, ici, il y a un autre gars qui a co-signé le scénario, je vais dire son nom pour lui rendre justice, Miguel Tejada Flores. Je le connais pas, ce monsieur, et je sais pas à quel point il a contribué au scénario, mais... OK. Là, bon, OK. Le truc avec Dan O'Bannon, c'est quand on va voir en pratique, on se rend compte que c'est pas certain à quel point c'est lui qui a contribué aux qualités du scénario. OK, ça, c'est une autre question. Parce que comme dans Alien, apparemment, il y a des solides différences là, entre le scénario qu'il a écrit qu'on peut voir adapté sous forme de bande dessinée. Là, okay? Donc, on sait pas mal à quoi ressemblait son scénario. Puis, beaucoup des traits de génie du film ne viennent pas de lui. Hein. Ils viennent de Ridley Scott et son équipe. Bon.
Puis c'est un peu tout le temps ça qui arrive. Je mentionnais Denbury, Dan O'Bannon a renié le film, bon, etc. Son nom est au générique, mais apparemment il n'a pas fait grand-chose. Puis plusieurs de ces adaptations ont eu cet étrange destin, là, ce karma interdimensionnel qui fait que ouais, le nom de Dan O'Bannon est au générique. Le film est génial, mais c'est pas forcément lui qui a tout fait. Puis qu'est-ce qu'il en est vraiment? On le saura sans doute jamais exactement. Là, c'est un peu comme qui est-ce qui a réalisé Poltergeist, est-ce Toby Hooper ou Steven Spielberg? C'est ce genre-là d'énigme du cinéma pour lequel on n'aura sans doute jamais exactement la raison. Mais ce qui est certain, okay, c'est que ce soit Dan O'Bannon ou que ce soit grâce aux révisions peut-être de Monsieur, comment s'appelle-t-il, Flores, eh bien, le fait est qu'il est génial, le scénario. C'est un des meilleurs scénarios, certainement, de films de science-fiction action des années 90. Mais plus que ça, là, un des meilleurs scénarios de films, on va dire occidental, de science-fiction que j'ai vu depuis vraiment, vraiment très, très, très longtemps. Puis qu'est-ce qui lui donne cette qualité-là? Ben, il y a un aspect déjà en partant où est-ce que les personnages sont dans un environnement très Philippe K. Dick, où ils savent jamais exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils savent que la réalité qui leur est présentée est une illusion. Ben ici, c'est l'illusion, est-ce que c'est un être humain ou pas. Donc, ils savent que beaucoup des humains qu'ils voient sont susceptibles de ne pas être des êtres humains, par exemple, dans ce climat-là, mais ils ne savent pas quelle est vraiment cette réalité-là. Puis ce que j'essaie de dire ici, c'est que l'expérience de regarder le film, certainement pendant le premier 45 minutes, okay? Le film maintient ce climat-là pendant 45 minutes, là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que c'est ça? Ce sentiment-là que les personnages partagent, évidemment, de se dire, OK, à toutes les fois qu'on découvre quelque chose, on voit l'objet, on voit le restant de robot, ou on voit le message bizarre sur un ordinateur, peu importe. Là. On voit une sorte d'indice qui clairement est lourd de sens, mais que nous, on ne comprend pas, puis que les personnages ne comprennent pas. Ils sont dépassés par une intelligence supérieure à la leur. Un peu comme dans Phase 4 aussi. Là, de Solbass, un de mes films préférés, où est-ce que les fourmis prennent le contrôle de la planète, deviennent hyper intelligentes, puis on réalise à un moment donné que c'est parce qu'elles sont comme infiniment plus intelligentes que les êtres humains. Là. Donc c'est ce principe-là ici. Donc le film a cette intelligence-là. Ça se feint pas, l'intelligence, dans un scénario. Puis ce film-là, ce scénario-là, en regorge. Alors là où ça se gâche, c'est vers la fin. Parce que la première presque heure, en vérité, est tellement géniale. Puis c'est tellement une succession de rebondissements, puis de mystères qui révèlent, dont la solution révèle un nouveau mystère, etc. Donc c'est tellement une succession de réussites totales, une réussite de très, très, très haut niveau. Là. Encore une fois, je l'ai dit, dans les meilleurs scénarios de science-fiction, certainement dans le film d'action, ce genre de film-là que moi j'ai vu depuis très 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 longtemps, pour ce 45 minutes-là, au niveau de la réussite des situations qui met en scène, de l'atmosphère, des mystères, de l'intrigue, de l'évolution de l'intrigue, c'est génial, là. C'est pratiquement niveau Usual Suspects. Là. Mais ça se gâche vers la fin. Puis, ça donne l'impression que le film a manqué de temps ou manqué de budget. En le réécoutant, je me suis rappelé pourquoi j'avais bloqué la fin du film dans ma mémoire. Pourquoi, quand j'y repensais, j'arrivais jamais à m'en souvenir, parce que la fin marche pas. Le dernier 20 minutes, à mon avis personnel, il y a une sorte de série de revirements qui sont pas réussi tant au niveau de la réalisation qu'au niveau du scénario, mais je pense que c'est surtout le scénario qui pose problème. Je pense que M. Duguay peut créer des miracles, mais il y a des limites à ses super pouvoirs de réalisateur de série B là, qui sont prodigieux. Là. La fin, le dernier 20 minutes, là, vraiment marche pas. Puis c'est étonnant parce qu'il y a des fautes de logique. Là. Il y a des trucs qui, tu sais, on arrive dans un entrepôt, puis il y a une fusée, mais la logistique de ça n'a aucun sens en vérité. Là. On en reparlera peut-être un autre tantôt. Si je fais un chat privé là, sur YouTube, un truc comme ça, on pourra en parler avec les divulgachés, parce que là, je ne vais pas vous donner tous les détails, mais il y a un niveau de réflexion
dans les détails que le film a dans la première heure, qu'elle n'a pas dans les derniers 20 minutes. Puis c'est vraiment étonnant le contraste entre les deux. Là. Donc, je sais pas, ça donne l'impression, encore une fois, qu'il s'est passé quelque chose. Mon hypothèse serait qu'ils ont manqué de temps, là, il est arrivé quelque chose pendant la production. Peut-être pas, mais c'est l'impression que ça donne. Ce qui est certain, c'est que, bon, j'ai mentionné les petites erreurs, les petites problèmes, les petits problèmes de raccord entre certains plans, dans certaines parts de cascade. Là. Ayant dit ça, donc ayant mentionné les quelques faiblesses là, du film, car elles sont là. En général, en fait, les scènes d'action sont géniales dans le film. Il y a une scène en particulier où est-ce qu'on arrive dans une base et il y a essentiellement une série de Terminateurs qui sortent de la base et c'est génial, ça. C'est tellement excellent. J'en dis pas plus que ça. Ça arrive vers justement à peu près 1 heure dans le film. Là. Puis ouais, dans cette séquence-là, il y a 2 ou 3, 1 ou 2 peut-être, là, plans raccords qui fonctionnent pas bien, moi j'ai trouvé. Là. Mais tu sais, 1 ou 2 plans raccords dans une séquence, tu sais, qui marchent pas dans une séquence d'action génial, que j'ai des frissons en vous en parlant, là. C'est correct, là. Puis c'est ça le truc. Puis, encore une fois, tout le film, c'est ça. Le film, c'est une série B en principe, qui devrait être boboche, que vous avez loué en VHS sans peut-être savoir que c'était Philippe Cadic ou peu importe. Puis qu'en le regardant, vous dites, mais c'est donc bien malade mental, c'est donc bien bon. Ben c'est ça, Screamers. C'est une dernière qualité que je mentionne dans le film, ben c'est l'interprétation. Puis il y a 2 acteurs connus dans le film, si on veut. Il y a Peter Weller et Roy Dupuis. Puis Roy Dupuis, il est connu surtout au Québec, puis il était particulièrement connu à l'époque. C'était une superstar à la télé au moment où le film est sorti. Je pense que c'est le Screamer, c'est essentiellement le moment où il essaie de devenir plus populaire, de se lancer dans une carrière d'acteur hollywoodien. Je crois comprendre que c'était un peu ça son idée à l'époque. Et Roy Dupuis, c'est un gars pour qui j'ai énormément de respect et d'affection. J'étais pas du tout dans le public cible de son émission qui l'a fait devenir une superstar. En l'occurrence, Les filles de Caleb. Là, c'est une histoire d'amour qui se passe dans le Québec agricole du 18e, 19e siècle. Là. Donc, c'est cool, mais c'est pas pour moi. Là. Bon, le truc, c'est que là-dedans, il est pas à son meilleur, on va dire. Je pense pas que M. Dupuis, dans ce film-là, s'en sort très, très, très bien. Il joue le principal adversaire de Peter Weller, là, le soldat de l'autre faction qu'on va voir à peu près tout le long, qui est à la fois un allié et un adversaire de Peter Weller. On n'est pas trop certain c'est lequel des deux. Il y a des trucs sur papier qui fonctionnent avec le personnage, mais là-dedans, M. Dupuis, je ne crois pas qu'il a livré la performance de sa carrière. Comme encore une fois, je l'ai dit, je sais qu'il a joué au théâtre, j'ai pas vu les pièces, là, mais bref, le fait est que je ne lui lance pas la pierre parce qu'il était en début de parcours. Il a joué dans Truffe, un film de 2008, là, qui se passe dans un Hochelaga, encore une fois, c'est à côté de chez moi, là, Hochelaga post-apocalyptique, un film qui a l'air très, très, très sympathique, que je n'ai pas encore vu. Je mentionne que M. Dupuis n'est pas très bon là-dedans parce que je pense qu'il faut bien le dire, mais c'est pas, j'en ai pas contre lui personnellement du tout, au contraire, là, c'est quelqu'un que je pense qui est quand même assez cool. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a un qui est bon là-dedans, c'est Peter Weller, puis c'est la troisième et dernière qualité que je mentionne rapidement dans le film. Puis tout ce que je vais dire, c'est que c'est Peter Weller, c'est Robocop, le gars qui joue aussi dans un paquet de trucs hyper cool, le Leviathan, il joue dans un des films de Star Trek, là, l'univers Kelvin, je pense qu'il joue dans le 2, il joue le père, en tout cas, peu importe, il joue l'amiral méchant, là. Ben, il est tout le temps cool, Peter Weller, il est tout le temps cool. Ben, là-dedans, il est cool. OK, il est super bon, puis j'étais content parce que je l'ai vu en entrevue il n'y a pas très longtemps sur un podcast. Je n'ai pas écouté le podcast, j'ai vu le compte-rendu, mais apparemment, c'est dans ses films préférés dans lesquels il a joué. Là. Il a adoré jouer dans le film, Peter Weller. Puis, il n'a que des bonnes choses à dire sur le film. Puis, honnêtement, je n'ai que des bonnes choses à dire sur sa performance dans Screamers. C'est tellement un gars qu'on est content de voir. Ah ouais, il joue dans Naked Lunch. Là. Fait que Peter Weller, là, c'est ça. C'est quelqu'un que moi, comme fan, là, je suis tout le temps content de voir dans un film. Puis ça, c'est dans ses meilleures prestations, dans ses films les plus exaltants, les plus excitants. Puis, c'est Buckaroo Banzai et Peter Weller. Bon, OK. Fait que dans votre liste des meilleurs films avec Peter Weller, vous allez avoir Robocop, vous allez avoir Buckaroo Banzai, puis vous allez avoir celui-là.
Vous allez voir Screamer, c'est hallucinant là-dedans. C'est une adaptation de Second Variety, une nouvelle de Philippe Cadic, que j'ai lue, ça fait bien longtemps, mais dans mon souvenir, la prémisse est la même, mais déjà dans la nouvelle, c'est la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Donc, c'est pas deux compagnies. Le principe de base du robot tueur est dedans, puis on peut pas se fier à ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, c'est un peu ça, mais c'est une nouvelle d'une vingtaine de pages, là, quelque chose comme ça. C'est un exemple d'un film qui prend la prémisse d'une nouvelle de quelques pages, puis qui fait un film d'une heure et demie avec ça, un peu comme From Beyond là, de Stuart Gordon, même principe. Fait que c'est un film basé sur Philippe Cadic, mais c'est pas la meilleure adaptation au niveau strictement fidélité à l'œuvre et même à l'esprit en vérité là, de Philippe Cadic, comme par exemple Scanner Darkly ou Blade Runner, etc., etc. Par contre, en ce qui concerne le côté prophétique, je l'ai mentionné, je vais être très rapide là-dessus, mais ce qui m'a surpris là-dedans, c'est de voir que le film met de l'avant plusieurs suppositions sur l'avenir. Il présente donc cette guerre froide futuriste, l'idée étant que on peut reconnaître la société dans laquelle on vit, puis on voit, OK, si la tendance se maintient, si ça continue, voilà, dans 200 ans, ça va donner cette guerre entre les compagnies, c'est déjà très proche de ce qu'on vivait à l'époque, dans les années 90, c'était proche du sentiment qu'on avait, de la direction que les choses étaient susceptibles de prendre. Le genre de climat qu'on a aussi dans New Romancer, le roman de William Gibson, etc. Kamikaze 89, le film allemand, ou Der Grosse Verhau. Autant dans les films d'auteur que dans le film hyper commercial, ça revient tout le temps le principe de la compagnie qui a pris le contrôle du monde. Ce qui est paradoxal, c'est que quand j'ai vu le film en 95, ça c'était l'aspect qui m'apparaissait le plus, à la fois le plus pertinent au niveau de l'actualité et aussi le plus prophétique. Ce côté, les compagnies ont pris le contrôle du monde et se font la guerre. Mais en le réécoutant, j'ai constaté que ça, c'était, avec le recul, l'aspect le moins prophétique du film. Okay. Puis je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que, quels sont les éléments que le film a prédits et auxquels l'histoire a donné raison au film? Il y en a deux, en vérité, deux principaux qui sont vraiment étonnants. C'est les drones intelligents. Donc ça, ils ne sont pas encore déployés sur le terrain, là, mais on est très, très proche d'avoir des drones dirigés par intelligence artificielle. Ça se prépare depuis longtemps. Puis les drones en tant que tels, bien évidemment, la guerre en Ukraine, c'est quasiment rien que de ça. Là, je veux dire, c'est un énorme élément des stratégies militaires des armées contemporaines, d'utiliser des drones. Fait que c'est ce qu'on a là-dedans. Les compagnies militaires nous promettent, belle promesse, nous promettent des robots tueurs intelligents, comme dans Terminator aussi, là, les Hunter Killer. Donc on a ça là-dedans, puis ça s'est avéré être à peu près vrai. Comme dans Hardware aussi de Richard Stanley. Donc ces prévisions-là, on est dedans ou à 2 secondes de ça présentement. Puis l'autre aspect qui est prophétique, qui s'est avéré vrai, qui m'a vraiment surpris, c'est le fameux deep fake. Puis ça, j'aurais jamais vu venir ça. C'est ce qui m'apparaissait le plus farfelu là, dans le film. Là, qu'il y a un général qui apparaît à un moment donné, puis il fait un discours, puis finalement, c'est pas vrai. Là, ça a été inventé par intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Le général n'a jamais prononcé ce discours. C'est ça. On avait ça aussi dans Running Man. Il y a un élément de ça aussi. Ça revient encore une fois comme idée dans les films de temps en temps. Bon, moi, ça m'a toujours paru un peu farfelu, mais non. Ça, on a ça aujourd'hui. Des deepfakes, ça, on l'a. Carrément, on a un mot pour qu'on n'avait pas à l'époque. Là. Donc, c'est ça. Si vous voulez voir le président Trump traire des vaches, vous pouvez demander à votre ordinateur de générer ça en chantant la cucaracha, puis il va vous le faire. Bon, voilà. Fait que là-dessus, oui, c'est prophétique. Mais comme je mentionnais, le côté, les compagnies ont pris le contrôle du monde, puis ce sont maintenant les corporations qui se font la guerre. Ça, si on regarde l'actualité, est-ce que c'est vraiment à ça qu'on assiste aujourd'hui? Et je vous soumettrai humblement que non, c'est clairement pas ça qui est en train de se passer. La puissance militaire présentement, la puissance économique en vérité, mais c'est les deux ici parce qu'on parle d'un univers où le commercial et le militaire sont devenus la même entité, là, où est-ce que Pepsi-Cola et Coca-Cola se tireraient dessus ou bien leur propre armée, ce genre d'imaginaire-là, c'est ce qu'on a dans Screamers. Ça s'est pas avéré vrai du tout. Okay. La puissance numéro 1 présentement, c'est plutôt la Chine, finalement. Puis les États-Unis, ils ont perdu leur empire. Okay. Là, ils commencent à s'en rendre compte, là, finalement. Puis les compagnies américaines, c'est ça. Bon, il y a des questions de Peter Thiel ou de Elon Musk ou de citoyens souverains, appelle ça comme vous voulez, là, des gens de lecteurs de Ayn Rand,
OK, qui veulent se fonder leur propre cité-État, puis avoir leur propre armée, puis pas obéir aux lois, puis etc. Ben ça, ouais, ça c'est dans le discours actuel, mais qu'est-ce qu'on remarque de tout ça? Ce ne sont pas des compagnies capitalistes qui opèrent dans un environnement où le capitalisme a triomphé, puis où ces compagnies-là, capitalistes donc, s'affrontent comme les nouveaux États. Okay? C'est pas du tout ça, ce qu'on a présentement. C'est des individus plus ou moins autoritaires, ou c'est ça, c'est des hurluberlus, appelez ça comme vous voulez, ou des grands génies, appelez ça comme vous voulez, mais ce sont des individus très très riches qui décident qu'ils vont devenir des gens de potentats. Okay? Donc c'est pas le capitalisme, ça. C'est le despotisme classique quasiment de l'Antiquité, en vérité. Là. Donc, je mentionne tout ça pour dire que la science-fiction n'est jamais prophétique. C'est ça mon point ici. C'est quand on regarde un film et qu'on se dit « Ah, la science-fiction a prédit l'avenir ». Screamer, c'est vraiment un bon exemple de comment la science-fiction, quand elle prédit l'avenir, c'est par accident, en fait. Parce que ce que la science-fiction fait, c'est qu'elle révèle le présent. Elle révèle l'inconscient collectif, si on veut parler rapidement en termes plus ou moins pompeux, là, mais elle révèle qu'est-ce qui flotte dans la conscience collective, qu'est-ce qui préoccupe les gens, puis elle trouve une manière d'exprimer ça. Okay? Puis ce qui était préoccupant pour le public dans les années 90, à l'époque où le capitalisme était en train de triompher, semblait-il, depuis 30 ou 40 ans à peu près, puis ça a duré ça, environ 40 ou 50 ans, quelque chose comme ça, le triomphe absolu du capitalisme. Là. Ben, allez voir les films comme Destination Moon de 1950, le film de Robert Heinlein, c'est le début de ça. When Worlds Collide, ben, ce sont des films qui mettent de l'avant le triomphe du capitalisme. Le capitalisme va nous sauver des météores, le capitalisme va nous sauver, va nous permettre d'aller sur la Lune parce qu'il est plus efficace que le gouvernement, donc l'entreprise privée, etc., etc. Puis ça a duré tant que le discours idéologique, okay, qui est un récit collectif, qui est un mythe collectif. Okay. Tant que ce mythe collectif-là sur le capitalisme, tant que ça a duré, ben on a eu cette idée-là qui a évolué de oui, ok, les compagnies sont rationnelles, n'est-ce pas, ne sont intéressées que par le profit, transcendent les frontières, etc. Puis, ben, c'est ça, je conclue en disant que ben, c'est un peu là qu'on voit, puis quand on fera l'exercice peut-être plus tard, dans d'autres vidéos, par écrit, d'aller plus dans le détail, c'est là que ça n'a jamais été vrai, ça. Ça a toujours été de la fiction, ça a toujours été autant de la science-fiction que les inventions dans les films, tu sais, c'est ça, que quand on voit par exemple un vaisseau spatial qui fait du bruit dans l'espace, ben, tu sais, puis les gens disent « Ah, c'est pas scientifique ». Ben, c'est vrai que c'est pas scientifique, mais c'est parce que c'est pas important. C'est une fiction qui est faite pour te raconter l'histoire de Dark Vador qui affronte les rebelles. Voyez-vous ce que je veux dire? Là, c'est une métaphore pseudo-scientifique. La science-fiction est toujours une métaphore pseudo-scientifique, pseudo-rationnelle, de trucs qui se passent en dedans de nous, en relation avec la société, etc. Mais cet aspect-là, pseudo-rationnel, okay, c'est le même aspect pseudo-rationnel que le discours collectif sur le capitalisme lui-même. C'est ça ma conclusion. C'est ça le truc. C'est que le fait, ce qu'on voit quand on réécoute Screamers, okay, c'est que ça nous paraît rationnel de croire que oui, le capital, c'est un système économique où les compagnies cherchent le profit avant tout. Ça, c'est vrai, okay, mais où il est rationnel dans sa quête de profit et où son pouvoir est éternel, où son pouvoir est capable de durer en fonctionnant de la manière sociopathe qu'on lui connaît, où tous les moyens sont bons pour faire de l'argent, mentir, tricher, tuer les gens, envahir les pays, créer des coups d'État en Amérique latine ou au Proche-Orient, peu importe. On peut tout faire ça, puis ça va toujours fonctionner sans qu'il y ait jamais de conséquences. Okay? Ben, c'est pas rationnel. C'est le contraire de rationnel. De croire que tu peux te comporter comme un sociopathe, puis détruire la planète Terre au complet, puis qu'il n'y aura jamais de conséquences, puis que ça va être solide. Mais on a cru ça pendant 50 ans. Okay? Puis la science-fiction des années 80-90 reflétait cette croyance-là, okay? Mais qui n'était pas rationnelle, qui nous préoccupait émotivement, puis nous montrait donc ces guerres entre les compagnies, okay? Qui nous montrait la préoccupation qu'on avait à l'époque par rapport à l'actualité,
le quotidien de notre vie de tous les jours. C'est un reflet des nouvelles, puis c'est un reflet de comment ces nouvelles-là, cette actualité-là, nous troublait intérieurement, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais ce n'était pas prophétique dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait que des fois ça va être plus prophétique ou moins prophétique, que ça va fonctionner ou pas? Ça serait une question pour un autre jour, peut-être qu'on y reviendra un autre tantôt. Moi, j'aurais tendance à croire que quand c'est prophétique, c'est juste que une prophétie accomplie ne s'accomplit que parce que c'est un phénomène inconscient qui est demeuré inconscient et donc il se manifeste dans la vie de tous les jours. Ça, je pense que c'est ce qui produit en général avec la prophétie. C'est pas parce que c'est inévitable que tel truc va se produire ou tel autre, c'est que une œuvre d'art, c'est une expression de l'inconscient, c'est ça que c'est, ça vient de l'inspiration, donc de l'inconscient, du non-rationnel, et ça nous révèle ça, et pour qu'on puisse changer la direction qu'on veut prendre, si on veut. Donc, je croirais en général que c'est ça qui se passe là, ici. Puis, bon, mais sujet pour un autre jour. Ce qui est certain ici, c'est que Screamers, c'est ça, c'est étonnamment prophétique sur certains aspects, beaucoup moins sur certains autres, ou avec moins de succès sur certains autres. Mais c'est un énorme, énorme succès, possiblement le meilleur que je connais. En ce qui concerne, prendre une nouvelle de Philippe K. Dick puis le transformer en une série B absolument, absolument géniale et hyper jouissive, avec des cascades très, très cool, des combats très, très cool, les maths est très, très cool, etc. Le visuel, très le fun, série B, mais très le fun, mais aussi, surtout au niveau de cette histoire remplie de rebondissements, etc. Là, c'est vraiment hallucinant. Pourquoi est-ce que c'est bon, Philippe K. Dick, Screamers? Parce que c'est hyper jouissif. C'est pour ça que c'est bon, parce que le scénario est à se gager par terre, puis parce que Christian Duguay, vraiment, c'est un bon réalisateur. Je pense qu'il mérite davantage d'épaulettes que celles qu'on lui accorde en général. Puis en ce qui concerne les adaptations de Philippe K. Dick, une autre adaptation que j'aime énormément, mais qui est aussi extrêmement, encore plus lointaine en vérité, que Screamers l'est de l'œuvre en tant que telle de sur papier Philippe K. Dick, une de mes préférées quand même, j'oserais dire, c'est Morning Patrol, un film grec étonnant dont j'ai déjà parlé sur la chaîne ici, si vous trouvez cette vidéo quelque part ici.